Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui nous touche quasiment tous, notre relation, disons, compliquée avec les réseaux sociaux. On va essayer de décortiquer ensemble ce qui se passe dans notre cerveau et pourquoi on est si souvent scotché à nos écrans. Allez, on commence direct avec une question un peu choc. Est-ce que le like peut vraiment être considéré comme une drogue? C'est un peu provocateur, hein, bien sûr, mais c'est le point de départ parfait pour comprendre à quel point la validation numérique peut être puissante sur notre psychologie. Alors voilà notre programme, on va d'abord parler de cette fameuse drogue du like, ensuite on verra le mécanisme qui nous rend accro, le cycle de la récompense, on enchaînera avec le piège du contenu qui semble utile mais qui est souvent vide, la soif de validation et bien sûr le plus important, comment on peut se déconnecter pour redevenir acteur de sa vie. Bon, première partie. Soyons clairs tout de suite, le like n'est évidemment pas une drogue au sens chimique du terme, mais et c'est là que ça devient super intéressant, il active dans notre cerveau des circuits qui sont très similaires à ceux de l'addiction. Et voilà, le nœud du problème, il est là. Ce n'est pas tant le like lui-même que la recherche permanente de cette validation. Ce besoin de likes, de vues, de nouveaux abonnés, c'est cette quête qui nourrit la machine et qui imite l'effet d'une drogue. Ok, maintenant, comment ça marche concrètement dans notre tête? Parce que ce n'est pas du tout un hasard si on a tant de mal à décrocher. Les plateformes sont conçues pour exploiter un mécanisme psychologique hyper puissant pour nous garder connectés. Eh bien, ça porte un nom, c'est le cycle de la récompense ou le cycle de la motivation. Le principe est d'une simplicité redoutable. On fait une action, on reçoit une validation, ça libère de la dopamine dans le cerveau, ce qui nous donne une petite sensation de plaisir. Et forcément, notre cerveau en redemande. Et ce schéma le résume parfaitement. Étape 1, on publie, on reçoit une notification, un like. Étape 2, petite décharge de bien-être, on se sent bien. Et quasi instantanément, étape 3, l'envie de recommencer pour retrouver cette sensation. C'est une boucle et elle est terriblement efficace. Bon, maintenant qu'on a vu le mécanisme, parlons de ce qu'on consomme pendant toutes ces heures. Parce qu'on se dit souvent qu'on apprend des choses, qu'on est productif, mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est là qu'on tombe dans le piège. Accrochez-vous bien, ce chiffre est vertigineux. Chez les jeunes, 93% de leur temps libre est passé devant un écran. C'est quasiment tout le temps disponible, ce temps où l'on pourrait, je sais pas, créer, apprendre, sortir. Et c'est ça l'illusion. On a l'impression d'être productif en regardant des vidéos de dev perso ou des documentaires. Mais la réalité, c'est qu'une bonne partie de ce temps n'a aucun impact concret sur nos vies. C'est du divertissement qui se déguise en apprentissage. Et ce graphique, il est sans appel. Les algorithmes nous poussent en grande majorité, à 99%, du contenu de remplissage. C'est du contenu fait pour capter notre attention, pour nous divertir passivement, mais qui au fond ne change rien à qui l'on est ou à ce que l'on fait. Alors pourquoi on continue à consommer ce contenu même si on sait qu'il est souvent vide? Eh bien, il y a un moteur extrêmement puissant derrière ça, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de flex qui peut nous pousser à faire des choses assez extrêmes. Pensez-y, apprendre une langue difficile, non pas par passion, mais pour pouvoir l'afficher, pour impressionner des gens qu'on ne connaît même pas. Ou encore, se bâtir un physique de rêve, non pas pour être en forme, mais pour l'exposer comme un crédit social en ligne. C'est la validation à l'état pur. Et dans ce jeu, le format court, c'est le roi. Cette citation, elle résume tout. On sait au fond que ce qu'on regarde est souvent superficiel, on en a même un peu honte parfois. Mais techniquement, c'est tellement bien fait, c'est si addictif que c'est presque impossible de s'arrêter. Il faut vraiment voir l'algorithme comme une force active. Il ne fait pas que nous proposer des choses. Il fouille littéralement dans nos biais, nos faiblesses, nos curiosités les plus secrètes pour trouver pile le truc qui va nous empêcher de lâcher l'écran. Ok, le tableau est un peu sombre, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à subir. Il y a des solutions très concrètes pour reprendre le contrôle. Alors, on passe du diagnostic au remède. En gros, ça tient en 3 étapes. La première, c'est la prise de conscience, juste admettre que ce fil de suggestion n'a en fait jamais vraiment changé notre vie. La deuxième, la plus simple et la plus efficace, la distance physique, mettre le téléphone loin. Et la troisième, s'aider avec quelques outils. Et il y a des outils super malins pour ça. Par exemple, des apps comme ScreenZen, qui ajoutent une petite pause de quelques secondes avant de lancer une application. Juste assez pour se dire « Attends, est-ce que j'en ai vraiment besoin là, tout de suite ?» Ou des extensions qui masquent les recommandations, le cœur du réacteur de l'addiction. Et on arrive à la dernière étape, qui est en fait bien plus qu'une étape, c'est un vrai changement de philosophie. Il ne s'agit plus seulement de moins utiliser son téléphone, mais de changer complètement de posture face à sa propre vie. Au fond, l'objectif ultime, c'est ça.
Arrêter d'être un spectateur passif qui consomme du contenu et qui attend sa prochaine dose de dopamine. Et redevenir un acteur. Quelqu'un qui agit, qui crée, qui construit, qui vit des choses dans le monde réel. C'est là que se trouve la vraie récompense. On termine donc avec cette idée, qui est presque un défi. Tout ce temps passé à scroller, ces centaines, peut-être ces milliers d'heures cumulées, si on les réinvestissait ailleurs, dans un projet, un apprentissage, une passion, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir? C'est la vraie question à se poser.